Bonjour, bonjour à toutes et tous. Euh, bienvenue, bienvenue dans cette 11e édition du Festival Parole Indigo, qui, comme vous l'avez remarqué, a eu la chance de pouvoir prendre comme titre le, le titre de l'ouvrage dont nous allons parler tout de suite. Voilà. Donc, nous sommes très, très, très heureux d'accueillir aujourd'hui Mamadou Diouf, que qui va être présenté plus en détail immédiatement, et les éditions Rodbo Creek, qui est la maison d'édition invitée du festival de cette année. Donc, merci vraiment à vous d'être présents parmi nous aujourd'hui. Cette rencontre donc va avoir lieu en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme, section arlésienne, représentée par Marguerite Pozzoli, qui va discuter avec Mamadou Diouf autour de son dernier ouvrage. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne conversation. Oui. Alors, merci beaucoup Isabelle. Alors, je m'appelle Jean-Baptiste Naudy, je travaille pour la maison d'édition Rodbo Creek et donc je vais peut-être parfois servir de modérateur entre Marguerite Pozzoli et Mamadou Diouf. Merci beaucoup au Festival Parole Indigo et à vous toutes et tous de nous avoir invités et puis d'être venus pour écouter Mamadou Diouf. Donc nous, c'est un livre, L'Afrique dans le temps du monde, que nous avons publié il y a un an, en octobre 2023, et qui est un livre très, très important pour nous et très caractéristique aussi de ce que nous tentons de faire avec notre maison d'édition, puisque à travers cet ouvrage, qui est une tentative de saisir les enjeux politiques et épistémologique de l'histoire africaine à travers le temps, Mamadou Diouf utilise des matériaux très différents et passe notamment par un questionnement autour de la littérature. Et cette articulation entre les sciences humaines et la littérature, comment les deux se parlent, comment les deux s'informent, est très important dans notre pratique éditoriale. Voilà, donc c'est un livre qui est un essai, qui est un livre sur l'histoire, mais c'est un livre qui nous parle aussi de ce que la littérature fait et permet à l'histoire de penser. Donc Mamadou Diouf est historien, il est professeur, il enseigne l'histoire africaine, l'histoire de la colonisation à l'université Columbia à New York. Il enseigne aux États-Unis depuis plus de 20 ans maintenant. 20 ans 20 ans. Et voilà, et Mamadou a la particularité d'être un homme atlantique, puisqu'il est sénégalais, il a été formé en partie à l'université française, et aujourd'hui il enseigne dans l'université américaine. Voilà, donc moi je me permettrai de poser peut-être quelques questions de temps en temps, mais je pense que le mieux, c'est quand même que Marguerite, tu discutes avec Mamadou. Voilà. Merci à toutes et à tous encore. Ça marche, oui, je crois. Au nom donc de la Ligue des droits de l'homme, je remercie très très chaleureusement le festival Parole Indigo qui nous convie régulièrement à des rencontres magnifiques. Et je voulais juste faire un tout petit détour pour non pas rappeler toutes les attributions de la Ligue des droits de l'homme, elles sont très nombreuses, elles concernent évidemment les droits humains, mais rappeler quelque chose qui est fondamental et qui est en lien avec la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu dans l'histoire de la Ligue des droits de l'homme 2 grands moments fondateurs, dit Gilles Manseron, lui-même historien et membre très actif de la Ligue des droits de l'homme. C'est sa naissance en 1898 avec l'affaire Dreyfus, et c'est aussi, plus tard en 1958, son refus de la guerre d'Algérie. Et 60 ans après, la mémoire de cette guerre d'Algérie, qui longtemps n'a pas porté ce nom, mais qui a enfin été reconnue tardivement, mieux vaut tard que jamais, mais est apparue cette nécessité de combattre donc le colonialisme et le racisme qui lui sont intimement liés. Combattre le racisme, oui bien sûr, le Rassemblement national d'ailleurs s'en nourrit. La Ligue des droits de l'homme reste et restera fidèle à ces 2 grands moments
de la conscience humaine, à son refus de l'antisémitisme en 1898, comme à son refus du racisme colonial et post-colonial dont elle a pris conscience lors de la guerre d'Algérie et dont les résultats des dernières élections législatives lui rappellent plus que jamais l'importance. La première question que j'aimerais poser à Mamadou, qui est peut-être une question bateau à laquelle il est habitué, mais peut-être que pour les non-initiés, c'est peut-être pas mal de commencer comme ça. C'est donc l'intitulé de l'ensemble du festival. Et l'Afrique dans le temps du monde, on est peut-être tenté, bien sûr, de penser au discours tristement célèbre de M. Sarkozy, mais est-ce que ça ne dépasse pas largement ce discours? Et donc, quel est le sens que vous donnez à cet intitulé? Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et les animateurs du festival pour m'avoir invité et pouvoir partager mes réflexions avec vous, mais aussi écouter les questions que vous voudrez bien m'adresser en réaction à une réflexion qui reste, à une réflexion qui reste une réflexion. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que je privilégie, c'est la conversation et l'échange qui permet effectivement de pouvoir mettre ensemble, disons, nos capacités à penser ce qui fait notre unité, c'est-à-dire de faire partie d'une communauté humaine. Et ce livre, L'Afrique dans le temps du monde, est une réflexion, si vous voulez, qui est à la base, je pense, de mon travail professionnel. Je suis un historien. Et la première chose qu'on apprend quand on est un historien, c'est de savoir qu'il y a des populations qui sont dans l'histoire et des populations qui sont hors de l'histoire. Et c'est la manière dont le récit est composé et ce qui compose ce récit qui font effectivement que les opérations à partir desquelles, disons, notre humanité est pensée sont des opérations historiques. Et si vous voulez, l'Europe, à partir du siècle des Lumières, l'Europe, si vous voulez, dans son développement, son ouverture, mais aussi sa sortie de l'Europe, l'Europe a créé une cartographie du monde où elle est au centre. Et de cette centralité, elle observe le monde et cette observation est l'acte par lequel les sujets autres que les sujets européens sont révélés à eux-mêmes. C'est-à-dire, l'Europe vous découvre. On a tous appris les grandes découvertes. Et sans cette découverte de l'Europe, vous n'existez pas. Mais cette découverte a une deuxième conséquence. Cette conséquence, c'est vous n'êtes pas civilisé. Et l'Europe a une mission, parfois divine, mais une mission de vous civiliser. Et la mission civilisatrice est fondamentale, là aussi, pour créer une géographie qui est une géographie des peuples sans histoire et des peuples avec des histoires. Et si vous voulez, cela a été renforcé par, disons, les grandes, entre guillemets, découvertes du siècle des Lumières. Comme je disais tout à l'heure, l'Europe n'est plus un coin du monde. L'Europe est le centre du monde, autour duquel, si vous voulez, des périphéries tournent. Deuxième chose importante, c'est que l'Européen
Je ne dis pas l'européenne parce qu'elle n'existait pas. L'européen, c'est l'homme avec un grand H. Et cet homme avec un grand H a vocation, qui est la vocation de diriger. Et ces éléments que je viens de présenter sont des éléments qui créent un monde qui est fait de hiérarchie, un monde où la domination est effectivement une domination qui peut être légitimée par la religion, légitimée par la violence, mais aussi progressivement à partir du XVIIIe siècle, légitimée par le racisme et la différence raciale. Ce sont, en fait, si vous voulez, dans cette configuration que un monde défini selon des règles, selon une philosophie, ce monde s'est développé. Et ça a eu au XIXe siècle une conséquence qui est une conséquence très importante, c'est que si vous voulez, la mission civilisatrice va se traduire en une mission violente. C'est-à-dire la violence, elle est légitimée parce que l'Europe a vocation de sortir les autres, si vous voulez, de leur position qui est une position de barbarisme. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'abord de présenter un contexte. Et à partir de ce contexte, de voir à un moment particulier comment les Africains, mais aussi plus que les Africains, comment les Noirs ont essayé de se repositionner sur cette carte. Et quelles sont les informations dont ils disposent pour refaire cette carte. Et la question première qui a été importante, c'est la question même de l'histoire et de ce que qu'est-ce qui constitue des opérations qui sont des opérations historiographiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire linéaire, qui est l'histoire de cette rationalité qui est au cœur de la pensée européenne, cette histoire linéaire est une histoire de progrès. Et penser l'histoire, c'est penser à une marche continue. Les Noirs vont commencer à dire l'histoire n'est pas linéaire, l'histoire est cyclique. Parce que l'histoire cyclique leur permet effectivement de se repositionner. De dire qu'on n'a pas toujours été au bas de l'échelle. On a été là aussi au-dessus. On a été développé avant les Européens. On a enseigné à l'Europe sa propre rationalité. Et cette histoire cyclique, c'est précisément cette tentative de déstructurer la vision européenne, la vision occidentale qu'on va l'appeler plus tard. Et ce questionnement est précisément ce qui va leur permettre de repenser, si vous voulez, toute la chronologie historique. Et l'enjeu, et j'en parle dans ce livre, le premier enjeu principal, c'est l'enjeu de l'Égypte et de l'ethnicité et de la race des Égyptiens. Et c'est aussi un travail très important sur les sources de l'histoire, les sources anciennes. Et là, c'est probablement l'un des aspects les plus intéressants du travail historiographique de ces pionniers de l'histoire de l'Afrique et des Noirs. C'est la découverte des sources, la relecture et des sources grecques et latines, la découverte et la lecture des sources des grands penseurs qui sont les grands penseurs français. Par exemple, l'extraordinaire importance de l'abbé Grégoire
et du conte Volney. Et dans, si vous voulez, le travail des historiens, des pionniers de l'histoire noire. Mais l'aspect aussi qui est un aspect intéressant, c'est un peu la manière dont il y a une relecture de la période, qui est la période, comme vous savez, l'égyptologie naît avec l'expédition de Bonaparte. Et cette expédition de Bonaparte est la période où les deux Champollion vont en fait retourner l'histoire de l'Égypte parce qu'ils vont déchiffrer les hiéroglyphes. Mais c'est aussi la période où, en fait, la fin du 18e, le début du 19e, la période de la colonisation, disons, du développement d'une pensée coloniale. Et la grande question, c'est comment aller coloniser des gens qu'on pense être des sauvages quand ils sont à l'origine de la civilisation, pour tenter que l'Égypte est considérée comme la grande civilisation. Donc, si vous voulez, c'est ce travail de critique qui devient un travail très important. Donc, ce livre essaie de voir à chaque étape ce qui est ajouté, ce qui est, disons, retranché, et quels sont les combats qui sont pas seulement menés par des historiens africains, mais ceux qui vont jouer un très très grand rôle dans cette histoire, ce sont les historiens africains-américains. Et ce travail des historiens africains-américains, un travail prolongé, si vous voulez, par les historiens africains. Et pourquoi le temps du monde, justement? C'est la manière dont les Africains, si vous voulez, vont retourner dans ce temps du monde et la critique qu'ils vont avancer pour pouvoir s'ouvrir un espace. Et cet espace a pour vocation, si vous voulez, de porter un commentaire. Le commentaire sur une trajectoire historique. Mais ce n'est plus, comme vous le savez, et elle en a parlé quand elle a fait mention de Sarkozy, c'est cette idée que les Africains n'ont rien inventé. C'est cette idée qu'ils ont tout le temps suivi le rythme de l'histoire, mais de l'histoire naturelle, et qu'ils n'ont rien inventé. Le travail qui a été fait et qui continue à se faire, c'est précisément cela, c'est arriver à penser un récit qui n'est pas nécessairement, disons, dépendant du récit des empires. Et c'est ça qui est intéressant là aussi. Et le livre prend en considération ces questions. La première période est une période de remise en cause, si vous voulez, de l'histoire des empires coloniaux. Une histoire qui nie l'histoire des colonisés. Et la deuxième, si vous voulez, le deuxième mouvement, c'est effectivement le mouvement aussi d'une réappropriation d'une histoire vernaculaire, la recherche d'une authenticité qui est aussi non pertinente que l'incorporation de l'histoire des colonisés dans l'histoire de leur métropole. C'est-à-dire, il y a un questionnement qui est un questionnement double. Et c'est ce questionnement double qui ouvre justement la possibilité de laisser s'épanouir, disons, une multiplicité de récits, une multiplicité de compréhension du monde. C'est-à-dire que ça devient un moment qui est un moment où ce qui est, et c'est là aussi ce qui m'intéresse le plus, c'est où la confrontation n'est plus nécessairement une confrontation entre les deux grands acteurs de la mise en place des empires coloniaux,
mais la confrontation est aussi une confrontation interne aux deux groupes, plus que la confrontation à l'intérieur des groupes. Donc, c'est ça qui me semble-t-il est important. Après, bon, j'aurais une question aussi après. Donc, pour que je me permets, donc pour bien ressaisir le mouvement de ton livre, donc tu pars du fait que d'abord la réduction en esclavage d'une partie des Africains et leur déportation vers le monde américain, et dans un second temps les discours qui vont justifier de la mise en colonisation de l'Afrique reposent sur une expulsion du champ de l'histoire des Africains, qui se construit au fur et à mesure de l'élaboration du discours européen sur ce qu'est l'Afrique. Et le mouvement que tu décris, c'est cette contre-histoire qui est écrite progressivement, alors selon toi, d'abord depuis les Amériques, et ensuite depuis l'Afrique colonisée elle-même, qui va avoir pour but de remettre en cause le projet colonial et la dimension coloniale de l'Europe, précisément en voulant se réapproprier la question de l'écriture de l'histoire africaine. C'est-à-dire que les populations africaines et afrodescendantes comprennent tout de suite l'enjeu de savoir qui écrit l'histoire de l'Afrique, qui dit ce qu'est l'Afrique et ce qu'est son histoire, décide de son avenir politique. C'est pour replacer le contexte du livre. Donc, moi, ce que je voulais, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux peut-être expliquer comment, par exemple, dès le 19e siècle, dans les Amériques, c'est-à-dire aussi bien dans la Caraïbe afrodescendante que chez les Africains américains, dont la minoration politique procède du même discours, c'est-à-dire que c'est parce que ce sont des enfants de l'Afrique qu'ils sont hors de l'histoire et qu'ils sont dominés et qu'ils ont été réduits en esclavage, comment déjà, dès le 19e siècle, la question égyptienne et la question de l'antériorité, comme disait le père Cheikh Anta Diop, de l'antériorité de la civilisation noire, va devenir un enjeu crucial dans cette revendication d'une autonomie historique de l'Afrique et des mondes noirs. Absolument, c'est-à-dire que l'intérêt justement, si vous voulez, de la réflexion à la fois sur les enjeux de l'écriture de l'histoire et sur les questions que pose l'écriture de l'histoire africaine convergent. Par exemple, vous avez mentionné Cheikh Anta Diop. L'année dernière, le Metropolitan Museum a fait une exposition qui était une exposition très controversée. L'exposition qui était organisée et par le département Afrique-Amérique Océanie et par le département de l'égyptologie s'appelait l'origine africaine de la civilisation. Et il y a eu des réactions d'une violence inouïe à cause du titre et à cause de cette, si vous voulez, de ce rapprochement qui était établi entre, en particulier, les arts plastiques africains et les héritages qui sont les héritages de l'Égypte ancienne. Et ce travail était d'autant plus intéressant parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que l'Égypte est en Afrique. Il n'y a qu'un tout petit bout de l'Égypte qui n'est pas en Afrique. Mais l'idée, c'est que l'Égypte ne fait pas de partie de l'Afrique. Mais ça aussi, ça a été dit à un moment précis. Les auteurs anciens ont toujours affirmé que la civilisation égyptienne était une civilisation noire. Et pour les Africains américains, l'intérêt de cette, si vous voulez, proclamation est le fait qu'ils étaient exclus de la citoyenneté, esclaves ou pas esclaves. Ils n'avaient pas, disons,
de droit de vote ne participaient pas parce qu'ils venaient d'Afrique et que les Africains n'étaient pas civilisés. Donc, ramener une civilisation qui était proprement africaine était une manière effectivement et c'est ça ma deuxième réponse à votre question, en fait, trouver à la solution simple que l'histoire est une expropriation, est un axe d'expropriation, c'est-à-dire de ceux qui participent et de ceux qui ne participent pas, de ceux qui ont des droits et de ceux qui n'ont pas des droits. Et quand les Africains vont se lancer dans cette bataille, justement l'intérêt pour eux, la question à laquelle ils veulent répondre, c'est effectivement de rétablir une histoire. Et cette histoire qui leur est propre va être l'histoire qui va leur permettre de réclamer des droits. Et ces droits sont en général qui sont les droits politiques. Et c'est ça qui fait de l'histoire une discipline qui est d'abord une discipline politique. Elle porte des revendications, elle réclame des caractéristiques qui sont les caractéristiques culturelles d'une société. Oui, il y a une phrase de Paul Veyne dans votre livre qui dit justement que les peuples sans histoire sont les peuples dont on ignore l'histoire. Moi, c'est un petit peu à la suite de la discussion qu'on a eue tout à l'heure, je voulais juste me faire un tout petit peu l'avocat du diable, parce que est-ce que vous sauvez quelque chose des Lumières? Est-ce que ce qui nous semble, nous, si important, c'est-à-dire la notion d'universalisme, et on parle aussi, quand nous disons universalisme, nous parlons aussi tolérance, autonomie, reconnaissance de la liberté de conscience de chacun. Est-ce que cet héritage-là vous semble, si négatif que cela? Parce que moi, je vous ai opposé, peut-être naïvement, les philosophes français qui ont dénoncé le racisme, la colonisation, l'esclavage. Et vous m'avez rétorqué que c'était à partir de modèles qui étaient des modèles profondément toujours eurocentrés. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu là-dessus? Ou est-ce que... Oui. Je pense que c'est effectivement une question importante. Et mon livre est effectivement une interrogation du siècle des Lumières. Est une interrogation qui, pour moi, me permet de juger de la capacité ou non de comprendre la philosophie des Lumières, cette hégémonie de la raison comme un espace dans lequel je peux être ou comme un espace duquel je suis exclu. Et ça, c'est important parce qu'en Europe, déjà, dès les années 30, il y a un débat qui est ouvert, philosophique, qui est un débat très important, en particulier des philosophes allemands. Husserl, à ce moment-là, et juste au moment où Hitler arrive au pouvoir, en 1933, Husserl ouvre la question qui est la question de l'universalisme. C'est-à-dire donc la question de l'universalisme comme produit du siècle des Lumières n'a jamais été fermée. La discussion n'a jamais été close. Et Husserl essaie de comprendre pour ces philosophes ce qu'ils vont considérer comme la crise de l'Europe et la montée des fascismes. Et Husserl parle d'un universalisme qu'il appelle un universalisme vertical. Il y a un de mes collègues philosophes sénégalais qui travaille beaucoup sur cette question. Et cet universalisme vertical était l'universalisme qui considérait effectivement comme l'universalisme qui s'imposait à toute l'humanité. Mais cet universalisme est un universalisme européen.
Mais ça, Habermas, des années plus tard, dira la même chose. La modernité est européenne. La modernisation est non européenne. C'est-à-dire les autres peuples du monde ne peuvent que singer l'Europe pour être modernes. Mais ils ne peuvent pas produire la modernité. Husserl, semble-t-il, va changer de position. Et dans cette discussion, il y aura un autre philosophe français, cette fois-ci, qui va y entrer, Merleau-Ponty, qui va parler d'universalisme latéral. C'est-à-dire d'un universalisme qui ne serait pas l'adjonction des autres peuples du monde à la démarche européenne, mais qui serait ce que Aimé Césaire, le poète martiniquais, allait appeler le rendez-vous du donner et du recevoir. Que l'universalisme, c'est autour d'une table, chacun amenant sa nourriture et tout le monde partageant. Donc, comme je disais, ce débat est un débat qui est là et qui reste là, qui ne règle pas l'énorme problème de la langue, si vous voulez, de l'universalisme, de la grammaire, si vous voulez, de l'universalisme. D'où l'on voudra bien sélectionner, si vous voulez, les produits qui sont les produits de cet universalisme. Et vous savez, quand on regarde maintenant les discussions sur cette même question, qui est la question de l'universalisme, elle est discutée différemment dans aussi bien des milieux noirs que dans les milieux asiatiques, par exemple en Inde. Si vous prenez les milieux africains, américains, l'un des grands penseurs est Du Bois, qui est à l'origine de toutes ces réflexions sur la race et sur le racisme. Et Du Bois, c'est celui qui en 1900 dit la grande question du XXe siècle, ça va être la question des races. Ce qui a été complètement prouvé, si vous voulez, et qui continue à être prouvé. Mais Du Bois, en même temps, quand il parle du christianisme, dit le christianisme est devenu universel en Afrique. Parce que ce christianisme qui se développe dans cette zone qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord, mais qui s'appelait au début de la Rome catholique chrétienne, disons, l'Afrique du Nord, est précisément ce moment où il y a un développement fulgurant de la réflexion sur le christianisme. Du Bois dira la même chose pour l'islam. L'islam aussi devient universel. La religion devient occidentale avec les Almoravides qui vont traverser le détroit de Gibraltar et conquérir une partie de l'Espagne. Et c'est là où, en fait, la partie occidentale de l'Europe devient, si vous voulez, musulmane. Donc, vous voyez que la perspective qu'on adopte, les questions qu'on soulève permettent effectivement de tester. Et c'est ça qui est le plus important, de tester le concept d'universalisme et de tester les conséquences qui sont les conséquences d'un universalisme que l'Europe a porté, mais apporté par les canons, apporté par la guerre, apporté par la réduction des populations en esclavage. Et quand les Indiens se posent la question de l'universalisme, ils la reposent différemment. Parce qu'ils considèrent que si vous regardez ce qui est un peu à l'origine de la modernité, la querelle des anciens et des modernes, et le fait que cette querelle des anciens et des modernes en Europe, la victoire revient aux modernes, ils disent que la même querelle se passe en Inde, la même, entre des anciens et des modernes. Et en Inde, ce sont les anciens qui gagnent cette bataille.
et les conséquences sont différentes. C'est-à-dire que quand on lit, et c'est vrai, quand on lit, disons, les Lumières et la modernité qui sort des Lumières, c'est une modernité absolue, c'est une vérité absolue. Et cette modernité est effectivement une modernité autoritaire. C'est-à-dire, c'est un universalisme autoritaire qui détruit toute autre modernité ou la subordonne. Il n'y a pas d'autre possibilité. Au contraire, ils considèrent, mes collègues historiens indiens, certains d'entre eux disent que justement l'universalisme qui débouche de la querelle des anciens et des modernes en Inde est un universalisme instable. C'est un universalisme de transaction. C'est un universalisme, il n'y a pas de vérité absolue. Et cet universalisme est un universalisme moins violent, précisément parce que il procède, si vous voulez, il crée, dans une certaine mesure, plusieurs lieux de la modernité. Et ces lieux de la modernité peuvent constituer un récit. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que pour moi, cette modernité qui a donné naissance, je prends l'exemple français, a une manière de penser l'universalisme à la française, ne doit pas exclure des modernités autres, ne doit pas exclure des universels autres que l'universel citoyen français. Moi, je vis dans un pays où si vous voulez, l'universel citoyen est communautaire. Et l'idée communautaire a une résonance positive en Amérique alors qu'elle est décriée en France. En fait, c'est à quoi j'appelle, c'est la capacité à accepter le pluralisme. Et le travail sur le pluralisme repose sur la reconnaissance, qui est la reconnaissance de la diversité. Mais je pourrais quand même vous citer le tout début d'un livre d'Antoine Lilti qui dit que chacun aujourd'hui met le XVIIIe siècle à toutes les sauces qu'il arrange et qu'il y a peut-être un regard sur ce XVIIIe siècle qui est un peu caricatural. Je vais quand même vous lire ce petit passage qui m'appelait « À l'enterrement du dessinateur Tignous, la ministre Christiane Taubira évoquait, entre guillemets, le pays de Voltaire et de l'irrévérence. Après la manifestation du 11 janvier, Libération saluait le pays de Voltaire et de Cabu. Et Le Figaro publiait un éditorial « Voltaire, je crie ton nom ». En vérité, les ambiguïtés ne manquaient pas derrière l'affirmation d'une filiation directe entre Voltaire et Charlie, mais l'unanimité était sans appel. Voltaire était devenu notre contemporain. Tout dépend aussi du lieu où on parle peut-être et à qui on s'adresse. Et quand on parle aujourd'hui des Lumières, on a une fâcheuse tendance peut-être à les caricaturer, à oublier qu'il y avait toutes sortes de nuances, ce qui fait dire à l'auteur de ce livre qu'il faut rester dans l'ambiguïté du clair-obscur et peut-être ne pas tout mettre dans la même... De même que vous, quand vous parlez effectivement de l'Afrique, vous demandez à ce qu'elle soit considérée dans toute sa complexité, dans toute sa richesse, dans toute son autonomie, dans tout son aspect le plus chatoyant possible. Bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse pour peut-être prendre un petit peu la défense du XVIIIe siècle et de sa complexité terrible, parce qu'il a donné aussi bien Diderot, Voltaire, que le marquis de Sade, et des auteurs tellement différents qu'il est difficile peut-être de les mettre tous sous la même bannière. Voilà. Et puis, tout à l'heure, nous avons une conversation que nous n'avons pas eu le temps d'approfondir, qui m'intéresse beaucoup, et qui est un peu le contrepoint de l'universalisme. Vous m'avez dit, moi, je suis pour le communautarisme. Des gens vont
les cheveux de certains vont se hérisser sur leur tête parce que ici, communautarisme a un sens très particulier. Est-ce que vous pourriez préciser cette notion pour vous? Moi, je prends la suite de ce que vous venez de dire, Marguerite, pour te poser une question, rajouter une question là-dessus et faire le lien avec le livre. Donc, après la partie dans laquelle tu t'intéresses à la manière dont le 19e siècle et le début du 20e siècle, à la période coloniale, à la période de l'apogée coloniale, les Africains, les Africaines et les Afro-descendants et descendantes ont essayé de se réapproprier le récit historique sur l'Afrique, t'en viens à la période de la décolonisation et à la période de ce qu'on a appelé les nationalismes. Donc moi, je voudrais bien que tu nous parles un peu de cette période-là de l'histoire africaine, c'est-à-dire quand, en Afrique, l'histoire se conditionne au projet national, à certains égards, et également, pour faire la suite avec ce que vous venez de dire, mercredi à Paris, tu as fait une présentation et à un moment, tu as rappelé quelque chose de très intéressant qui me semble éclairer cette conversation sur qu'est-ce que c'est que ces universels, comment il y a une pluralité d'universels. Tu as dit que le projet de la lutte anticoloniale dans les années 50, 60 et 70, dans toute sa diversité et dans toutes ses pluralités, aussi bien géographiques qu'historiques, portait, tout en étant accroché à l'idée de communauté et à l'idée de la libération de la nation, portait un projet de libération de l'humanité. Donc, dans la lutte anticoloniale qui s'est organisée contre le discours universalisant de l'Europe et sa vocation et ses velléités impériales à dominer le monde, s'est développée une autre aspiration à un autre universel, à une autre définition de l'humanité. Une humanité qui, justement, n'est pas une humanité occidentale, mais qui est une humanité plurielle. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Oui, toutes ces questions sont des questions, effectivement, qui vont continuer à nous préoccuper. Parce que autant ce que vous dites sur la diversité, et j'ai commencé avec cela en parlant hier à la diversité de l'Europe et à la diversité de l'Afrique. Et c'est pour ça que ce qui a dominé les réflexions qu'on a depuis une quarantaine d'années, c'est de suivre à la trace la manière dont les idées d'Europe, d'Afrique se sont développées. Et l'une des plus grandes contributions, c'est la contribution d'Edouard Saïd, qui montre comment, en fait, l'orientalisme a inventé l'Orient et l'oriental, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'il est ou ce que son espace géographique est. L'Europe est aussi une invention des Européens. Ce que vous dites, c'est cette même manière de construire l'Europe, on la retrouve encore de manière plus forte, de manière plus violente dans la droite européenne d'aujourd'hui. Cette distinction radicale entre effectivement ce qu'en Amérique on appelle la suprématie blanche et le conditionnement de la suprématie blanche. Mais il est évident, effectivement, que ce qui a voyagé d'Europe vers l'Afrique, et vous ne verrez jamais citer Voltaire ou même Diderot, parce que je ne suis pas français. J'ai été éduqué ici, mais mes références, je peux me référer à eux. Et comme disait Césaire, je parle français, mais ce n'est pas le français des Français. Clairement. Et comme disait Kateb Yassine, je suis un auteur algérien. Je n'écris pas en arabe. J'écris en français, mais le français, c'est mon butin de guerre. Donc, ce rapport qu'on peut avoir, moi, que je peux avoir avec la pensée, qui n'est pas nécessairement, que je qualifie même pas de française. Après tout, Picasso n'était pas français, même si les Français le revendiquent. Donc, il est possible d'entrer dans une philosophie
et de la penser autrement. Mais ce qui est intéressant pour moi, et c'est ça ma préoccupation, c'est ce que dit en fait le romancier, ce que disait la romancière américaine, africaine-américaine, Toni Morrison. Je sais que ce sont les Blancs qui achètent le plus mes livres, mais j'écris pas pour eux et pour leur expliquer ce que c'est qu'un noir. C'est clair. Et comme il dit, ce qui m'intéresse, c'est arriver à un commentaire qui est mon commentaire. Et c'est là, quelquefois, qu'on a des situations assez intéressantes. Elle disait, je veux préserver tous les acquis de la race, mais contre le racisme. Parce que ce qu'elle montrait, c'est comment le racisme a produit une culture propre aux Noirs. Parce qu'il était dans un environnement qui configurait sa manière de penser, sa manière de réfléchir, sa manière de mélanger différents héritages. Et ça, c'est aussi la grande question des premiers romanciers africains qui disent comment échapper. Et là, peut-être c'est la réponse la plus importante. Comment échapper à la domination? Comment échapper à la domination coloniale? Et l'un des grands écrivains ivoiriens, Bernard Daguier, disait, mais c'est très difficile d'échapper parce que le blanc, même quand il va ailleurs, il y va avec son climat. Son climat, c'est son climatiseur. C'est-à-dire qu'il est même capable de vous exclure de votre propre espace en recréant un espace qui ressemble à son espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Diderot, Voltaire sont arrivés en Afrique, le paquet dans lequel ils arrivent, dans ce paquet, il y a une bombe qui vous détruit et qui vous dit votre culture n'est pas bonne. Il faut prendre la nôtre. C'est ça le problème. Le problème, c'est que l'imaginaire, la pensée qui provient de la domination est un imaginaire, une pensée, comme disait Sartre, dont la seule expression est la violence. Qu'elle soit une violence physique ou qu'elle soit une violence d'aliénation. L'engagement avec les processus qui sont enclenchés par la colonisation sont des engagements qui dépassent, si vous voulez, une réception gentille et tranquille. Mais même, si vous voulez, je veux dire, même la christianisation de l'Afrique, n'est-ce pas, passée par là, à quelques exceptions près, comme l'exception du Congo. Là aussi, comme je dis, il y a des réceptions qui sont des réceptions multiples, y compris de la domination, y compris aussi de l'appropriation, si vous voulez, de valeurs religieuses. Mais je ne suis pas, je veux dire, au fond, je me situe à la fois à l'intérieur de l'héritage qui est l'héritage de la domination coloniale, qui m'a marqué parce que j'ai grandi dans ce milieu. Mais c'est aussi une demande chez moi de penser, comme disait Toni Morrison, et d'avoir mon propre commentaire. Je veux dire, le Premier ministre sénégalais, le jeune Premier ministre sénégalais, a réagi aux cérémonies et discours de la célébration de la libération de la Provence, quand le président Macron a décidé de sélectionner quelques soldats tirailleurs africains pour dire qu'ils sont morts pour la France. Il a dit que ce n'est pas à la France de décider de qui est mort, qui sont les Africains qui sont morts pendant la guerre.
qu'il peut avoir son récit, il peut faire ce qu'il veut, mais les Sénégalais ont le droit, eux aussi, de venir avec leur histoire et de dire que peut-être leurs morts, ce ne sont pas nécessairement les morts de la France. Est-ce que tu peux revenir sur la question de l'histoire nationaliste et de l'épisode de Cheikh dans le Sénégal des années 50? En fait, si vous voulez, c'est une histoire intéressante parce qu'aujourd'hui, ce que les Africains tentent de faire depuis au moins une cinquantaine d'années, depuis leur participation à différentes conférences, dont la conférence de Bandung de 1955, la conférence afro-asiatique, qui est un moment déterminant de l'histoire du monde, où après la guerre, les Africains se sont trouvés englués dans la guerre froide et ses conséquences. Et dans les années 50, ils essaient d'ouvrir une autre voie, qu'ils vont appeler une troisième voie ou une voie de non-alignement, afin de sortir de cet étau qui est l'étau de la lutte entre les États-Unis et l'Europe d'une part, l'Europe occidentale, et disons l'URSS et ses satellites. Et ça n'a pas marché, je veux dire, mais ils ont tenté effectivement de se retrouver avec une histoire et de se retrouver, de trouver une histoire, disons, qui serait l'histoire hors de ce que j'appelle, disons, la trajectoire coloniale et post-coloniale. Mais bien sûr, ça n'a pas marché, et c'est compliqué aujourd'hui par la Chine. Mais ce qui est intéressant, là aussi, c'est la recherche d'une autre voie, la recherche d'une histoire, qui est une histoire qui peut porter un projet qui est un projet d'avenir. Mais ce projet d'avenir qui est à la fois un projet d'entrer dans le temps du monde, d'entrer dans un temps et de la compétition et de la collaboration, mais qui est aussi une manière de repenser l'humanité. Parce que l'une des grandes ambitions, si vous voulez, du mouvement nationaliste, qu'il soit africain ou non, c'était de repenser le monde et de réimaginer une humanité basée sur un humanisme qui est le produit d'humanité singulière, asiatique, indienne, africaine, européenne, etc., etc. C'est-à-dire d'un éclatement du monde qui célèbre la diversité, mais une diversité qui participe d'une invention continue de l'humanité. C'est-à-dire cette invention continue qui est constamment une réponse au respect de la différence. Césaire l'écrit joliment, si vous voulez, dans le discours contre le colonialisme, quand il parle justement d'une Europe qui est disqualifiée à cause de sa violence. Et quand il retourne la mission civilisatrice, que c'est probablement les Africains qui vont venir civiliser les Européens. Parce que la violence européenne a disqualifié moralement l'Europe. Et je parlais tout à l'heure de Husserl. Husserl va faire bouger, si vous voulez, la ligne de démarcation. Il ne va plus parler d'universalisme latéral, mais après la guerre, il va parler, selon mes collègues, d'universalisme, qui est plutôt un universalisme latéral. C'est-à-dire un universalisme qui nourrit des réseaux qui sont des réseaux unitaires. Et ce dont Césaire parle, on le retrouve chez Senghor. Quand Senghor, lui aussi, tente de ramener, si vous voulez, l'Occident, tente de ramener, disons, la rationalité occidentale à
une mesure qui est une mesure qui n'est plus une mesure hégémonique. Senghor va sortir une phrase que encore aujourd'hui les gens en débattent. Pour certains, c'est une terrible phrase. L'intuition est nègre comme la raison est hellène. Mais au fond, quand on la lit, ce qu'il est en train de dire, justement, la seule manière pour un non-occidental de vivre une rationalité, c'est de s'ancrer dans les émotions et l'intuition. Parce que ça permet de se dégager radicalement des relations qui ne sont fondées que par la violence. Et il revient en écho, en fait, à la réflexion qui est la réflexion de Rabindranath Tagore, le prix Nobel indien de 1933, qui disait que suivre l'histoire européenne, c'est se perdre. Parce que l'histoire européenne, c'est l'histoire uniquement de l'État-nation, l'histoire des affaires politiques. Ce qui est l'idée hegelienne de l'histoire monde, qui n'est que l'histoire de l'esprit, cet esprit qui est l'État. Et Tagore dit, la seule manière d'écrire l'histoire, les seuls grands historiens, ce sont les poètes. Parce qu'ils peuvent écrire ce qu'il appelle l'histoire du quotidien. Donc, contre l'histoire politique de l'État, il fait l'apologie de la poésie, c'est-à-dire d'une histoire qui donne de la place et plus de place à l'imaginaire et à l'imagination. Je te relance. Tu parles donc de Tagore et du poète contre. À propos de poésie, je peux lire un tout petit extrait du livre, parce que je l'ai trouvé très beau. Il dit « J'ai connu des fleuves ». Attendez, ce texte est de... C'est page 60. Le poète Langston Hughes. Un texte de 1921. « J'ai connu des fleuves. J'ai connu des fleuves anciens comme le monde et plus âgés que le flux du sang des humains dans les veines des humains. Mon âme s'est faite profonde comme les fleuves. Je me suis baignée dans l'Euphrate quand les aubes étaient enfants. J'ai bâti ma hutte près du Congo et jusqu'au sommeil, il m'a bercée. J'ai regardé le Nil et dessus, j'ai érigé les pyramides. J'ai entendu le chant du Mississippi quand Abe Lincoln l'a descendu jusqu'à New Orleans et j'ai vu ses boueuses entrailles toutes d'or muet dans le couchant. J'ai connu des fleuves anciens et sombres. Mon âme s'est faite profonde, comme les fleuves. » Et c'est ce qui est beau dans votre livre, c'est cette arrivée de la poésie dans un texte qui est dense, qui est nourri de toutes sortes de références philosophiques. Et la chose que je voulais vous demander aussi, c'est comment raconter aussi l'histoire d'un pays à partir de ce que vous évoquez, c'est-à-dire la danse, les tags, les chants, des éléments qui a priori apparaissent comme des éléments pas vraiment historiques, mais vous appelez à ce que tout cela fasse histoire, fasse récit aussi, parce que vous dites à un moment que c'est celui qui tient la plume qui arrive à transmettre quelque chose, qu'il faut être capable de raconter une histoire finalement, pas seulement... Absolument, en fait, parce que le récit vous met en place dans un espace qui est effectivement un espace où on s'aménage à la fois
des ressources qui sont des ressources spirituelles, qui sont qui sont des ressources intellectuelles. Et là aussi, le romancier nigérien chinois Achebe disait, réagissant, disons, à la célébration de Conrad, que celui qui tient la plume, effectivement, celui qui énonce et produit le récit, a nécessairement une voix plus forte et remplit l'espace de sa propre vision. Et c'est pour ça que tous les récits sont importants. Mais aussi, tous les récits sont à la fois des récits de contestation, mais aussi des récits qui sont des récits d'affirmation. Et ces récits d'affirmation sont précisément ce qui est en train de surgir, mais qui est en train de transformer complètement, si vous voulez, la manière dont l'histoire elle est faite. Si vous regardez, on peut, à partir de l'exemple français, voir comment l'histoire devient l'histoire nationale. L'histoire, c'est la science de la nation, plus que de toute autre chose. Et cette histoire qui est science de la nation a généralement inclus et exclu. C'est pour ça que quand on n'est pas inclus dans l'histoire d'une communauté, on est exclu de son futur. Parce qu'on n'en fait pas partie. Je vous dis tout le travail qui est fait, y compris en France, dans les batailles, mais aussi si vous écoutez Donald Trump, c'est ça qu'il dit. Vous n'êtes pas d'ici, vous ne pourrez jamais être d'ici. Et ce qui le montre, c'est que vous n'êtes pas dans cette histoire-là, qui est la nôtre. Donc, le récit et la production de ce récit est à la fois un discours stratégique, mais c'est aussi un discours identitaire et un discours d'inclusion et un discours d'exclusion. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui fait que l'histoire est beaucoup plus complexe et compliquée. Et les historiens ont effectivement ouvert de nouveaux chantiers. C'est-à-dire aujourd'hui, les sources de l'histoire ne sont plus de l'archéologie seulement, des sources écrites ou des sources orales. C'est-à-dire, on peut trouver un récit, et c'est vrai, on peut écrire une histoire des Africaines américaines aux États-Unis aujourd'hui en regardant danser les femmes. La manière dont Beyoncé danse, on ne peut pas la comprendre si on ne comprend pas que sa manière de danser est fortement marquée par l'arrivée dans les années 80 des femmes ouest-africaines qui dansent par les hanches, pas par les pieds. Alors que la danse dite occidentale, c'est des pas, c'est les pieds. La danse, même la danse non classique, on danse avec les pieds. Les Africaines de l'Ouest dansent avec les hanches. Et ça a complètement bouleversé la danse américaine. Complètement. Et c'est dans les années 80 que ça arrive. Et on peut raconter toute une histoire, comment les portoricaines redécouvrent Giello, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont faisables. Mais aussi la peinture, les tags, etc. Et l'intérêt pour moi, c'est l'histoire qui est dite. J'en parle pas beaucoup, mais j'ai écrit un autre texte qui sont sur, vous savez, dans la fin des années 80, le début des années 90, il y a non seulement ces tags et ces jeunes qui peignent sur les murs de Dakar, mais c'est la période du rap, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, ces deux mouvements vont se conjuguer pour
construire les références historiques qui ont dominé l'espace public sénégalais jusque dans les années 80. C'est-à-dire, dans les années 80, l'idée, c'était que l'indépendance est toujours associée au recouvrement culturel. Ce n'est pas seulement l'indépendance politique, mais c'est l'indépendance politique et la réhabilitation culturelle. Et cette réhabilitation culturelle reposait sur le retour au XIXe siècle, le retour aux résistants à la colonisation. Et c'est là où on a trouvé des héros, qui sont les héros de la nation. Dans les années 70, la crise de l'État postcolonial, l'extraordinaire corruption des classes dirigeantes fait que le rêve de l'émancipation se dissipe. Et les jeunes Africains vont se trouver eux-mêmes leurs propres héros. C'est le footballeur du coin qui était quelqu'un de très bien, qui s'occupait des gens, c'est leur petit marabout, etc., etc. C'est-à-dire, mais c'est aussi des héros globaux. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui était le plus étonnant dans les années 2000, c'est que sur les personnages qui sont peints sur les murs de Dakar, il y avait Venus Williams. C'est-à-dire, il y a une déterritorialisation de l'histoire et du héros national. C'est-à-dire, c'est ça aussi qui participe en fait de la logique de la migration. Pourquoi ils partent? Et quel est l'espace qui est dans le texte? Il y a une chanson dans ces mêmes années 90 d'un groupe de rap sénégalais qui s'appelait Positive Black Soul. Et cette chanson était une chanson qui disait une chose extraordinaire. C'est que Paris, Londres et Rome sont des banlieues de Dakar. Et ce sont ces retournements-là qui font se retourner aussi le récit de l'histoire. Et c'est cela aussi qui fait que, en fait, la capacité motrice de ces sociétés sont des capacités qui reviennent dans ces investissements qui peuvent être des investissements esthétiques, musicaux, mais aussi des investissements qui peuvent être d'une violence extraordinaire dans les manifestations, disons, de la délinquance urbaine. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez... On ouvre la parole à la salle, comme on dit. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous approcher, monsieur? Vous m'entendez? Oui. Donc, je n'ai pas encore lu votre livre, mais ce que je voulais poser comme question, c'était en fait, je suis fils d'immigrés algériens et je suis né ici, j'ai grandi ici et je ne connaissais rien du tout à l'histoire ni de ma famille, ni de l'Algérie. Et quand j'ai eu la trentaine, je me suis posé la question. Et donc, je suis allé chercher et je me suis demandé, donc je suis allé en Algérie, sur les traces de mes ancêtres, et j'ai fini par me demander comment c'était avant la France là-bas. Comment c'était, et j'avais dans l'idée que c'était peut-être mieux. C'était différent, mais que c'était peut-être mieux, qu'il y avait beaucoup de dégradation, c'est le moins qu'on puisse dire, qui avait été apportée par l'État français. Et finalement, après avoir cherché, lu, je me suis rendu compte que c'était différent, mais que c'était pas mieux, finalement. C'était pas mieux, il y avait une autre organisation sociale, il n'y avait pas cette colonisation, mais il y avait d'autres... comment dire, les abus de pouvoir n'étaient pas exercés par l'étranger, mais il y avait quand même des abus de pouvoir, et il y avait quand même des catégories de population qui dominaient les autres. Et je vous demande ça parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que quand même l'historien, il fait l'histoire, mais l'histoire
en miroir avec l'histoire du colonisateur, comme si ces histoires-là sont tellement emmêlées, sont tellement fortes qu'on ne peut pas penser l'histoire avant. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de critiques qui sont faites sur l'organisation pas du pays, parce que ce n'étaient pas des pays qui existaient, mais en tout cas des peuples et des organisations sociales qui existaient avant. J'entends quelque chose d'extrêmement négatif sur l'Europe, et on parle d'Europe, on parle d'Afrique, et on utilise pour parler de l'Afrique un nom, Afrique, qui n'a pas été donné par les Africains non plus. Oui, donc je trouve que c'est vraiment en miroir avec le colonisateur et en permanence. Donc voilà, c'est peut-être pas clair, mais je trouve que c'est peut-être... Cette histoire est emmêlée depuis plusieurs siècles, mais depuis les débuts de l'humanité, il n'y a peut-être pas que ça. Donc est-ce que l'histoire, est-ce qu'elle ne peut pas se voir en faisant un pas de côté et en essayant comment dire, oui, de s'extraire un petit peu plus de ce lien avec l'Europe? Je ne sais pas si c'est clair. Je vous remercie pour votre question. C'est une vaste question et c'est une question très importante. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'une part, que ce soit pour l'Afrique, que ce soit pour d'autres régions du monde, on a une idée. Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne un cours qui s'appelle l'histoire précoloniale de l'Afrique. Et ce titre trahit ce double mouvement dont vous parlez. C'est d'une part de comprendre qu'est-ce qui se passait avant les Européens, et même quand les Européens arrivent, selon les moments, les relations sont des relations très différentes. Au début du XVe siècle, quand les Européens arrivent là, ils ne dominent pas les Africains. C'est les Africains qui décident de ce qu'il faut faire, parce que les Européens n'ont pas encore la force de pouvoir s'imposer. Après, ça va changer. Mais il y a aussi très vite, avant, comme on dit souvent, il y a un moment qui est le moment où il y a relation, mais il n'y a pas relation de domination. Et il y a des moments où il y a des relations qui sont des relations différentes. Mais on peut aujourd'hui dire effectivement les conflits, coopérations et confrontations qui ont dominé l'Afrique d'une certaine période. On peut expliquer, comme vous dites, on peut expliquer l'Algérie avant 1830. On peut expliquer le moment où l'Algérie fait partie effectivement, disons, d'un espace qui est un espace, si vous voulez, qui est plus large, qui est l'espace de l'Empire ottoman avant 1830. Et comment, en fait, la gestion, la gouvernance ottomane a changé. On peut expliquer cette partie de l'Afrique du Nord et ses rapports avec l'Afrique au sud du Sahara avant l'arrivée en 636 des Arabes au Caire et leur avancée vers l'Atlantique qui va durer presque un siècle. Cette histoire, on la connaît. Mais ce qu'on ne doit pas faire, c'est de comparer les périodes. Moi, je ne compare pas ce qui était bon, ce qui était pas bon. J'essaie de comprendre des dynamiques. Et qu'est-ce que ces dynamiques, quelles sont les informations et les conséquences que je peux en tirer. Mais plus que cela, ce qui importe le plus à l'historien, c'est les continuités et les discontinuités. Et dans ces mouvements, les changements. Mais il y a une chose qui est incontournable, c'est que la colonisation est l'une des ruptures les plus brutales de l'histoire des sociétés colonisées. Ça, c'est clair. Parce que, si vous voulez, la structure coloniale est une structure qui est triple. C'est la conquête territoriale, la domination. On n'a pas voix au chapitre. Ça ne veut pas dire que les gens ne se battent pas pour sortir de ces situations. Ils se battent. Parfois, ils sont défaits brutalement. Parfois, ils gagnent et ils répondent violemment. Mais la domination territoriale limite les capacités d'expression. Le deuxième élément,
c'est la domination économique, l'intégration de votre économie à l'économie métropolitaine. Pour vous donner mon exemple sénégalais, quand les Français occupent le Sénégal et imposent leur économie, ils font que les Sénégalais arrêtent presque de cultiver du mil. Ils vont le faire cultiver de l'arachide parce que c'est de ça dont la France a besoin. Et vu que la France contrôle l'Indochine, ils vont changer le régime alimentaire des Sénégalais, ils vont leur faire manger du riz. Et surtout du riz pour animaux en plus, c'est pas du riz cassé, du riz coupé, quoi. Donc c'est ça. Et le troisième élément du système colonial, c'est de changer votre esprit. C'est-à-dire de sortir vos valeurs et vos cultures de votre tête et d'essayer de remplacer ça. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le système colonial, il y a une transformation qui est une transformation très importante. Et ce sont ces effets-là qui continuent, dans une certaine mesure, à être pensés et qu'on essaie de comprendre. Il y a un grand intellectuel congolais qui vit aux États-Unis, qui a écrit un livre qui s'appelle L'invention de l'Afrique, Mudimbe. Voilà. Et c'est ça qu'il raconte. C'est-à-dire, il raconte comment on ne peut plus penser. Il le dit de manière assez intéressante parce qu'il dit que l'Africain est aujourd'hui pris dans la bibliothèque coloniale. Même quand il s'attaque à la colonisation, son langage, ses concepts sont issus de cette bibliothèque coloniale. Et aujourd'hui, effectivement, la question c'est, peut-on se libérer de cela, d'une part, et d'autre part, à quelles conditions? Où devons-nous? C'est ça la question. Je suis plus un produit de la colonisation que de l'Afrique. Mais c'est mon histoire, c'est une des questions dont on a un peu parlé. Une partie de l'histoire de la France, c'est mon histoire. Et je n'ai pas besoin des Français pour ça. J'en ai pas besoin. Moi, mes ancêtres sont devenus citoyens français en 1880, avant les gens de Nice. Mes ancêtres ont envoyé leur premier député noir à l'Assemblée nationale française en 1914. Noir, comme moi. Donc cette histoire-là, nous la partageons, mais nous la pensons différemment. Et il n'y a pas besoin de conflit pour ça. Il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, ça veut pas, mais que chacun, effectivement, garde sa propre compréhension et son propre récit. C'est vrai que, et ça je le dis honnêtement, c'est vrai qu'il y a cette tentation terrible où les gens pensent que tout ce qui leur arrive, c'est à cause de la France ou la France. Il y a des choses, la France a un rôle, il y a des choses, la France n'a pas de rôle, mais la grande question, c'est même pas ça. La grande question, c'est est-ce que les Africains peuvent avoir leur propre rôle pour déterminer ce qu'ils veulent et raconter les histoires qu'ils veulent. Moi, je raconte les histoires que je veux. Et que ça soit vrai ou faux, c'est pas la question. Je suis historien, quelquefois je me raconte à moi-même des histoires qui ne sont pas vraies. Ça, parce que ça me fait plaisir. Merci. Bon, votre pensée est tellement complexe, je trouve, protéiforme, holistique, que c'est un peu intimidant de vous poser une question. Mais bon, tant pis, j'ai envie de vous la poser, donc je me lance. On a parlé beaucoup des Européens et de l'Europe, et puis des Africains et de l'Afrique. Et en fait,
en Europe, très peu de ressortissants européens se voient, à mon sens, comme européens. Quand on pose la question aux gens, ils disent d'abord qu'ils sont français, italiens, danois, etc. Mais ils disent pas qu'ils sont européens. Et donc, de plus en plus, on voit bien qu'il y a un nationalisme, au contraire, et qu'une revendication des États-nations, et que finalement, l'idée d'être européen, l'universalisme et tout ça, sont des choses qui régressent plutôt. Et puis, à l'inverse, j'ai l'impression que lorsqu'on parle du continent africain et des Africains, on ignore complètement les pays. Très souvent, on parle des Africains. Et j'ai remarqué, pour être allé en Afrique à plusieurs reprises, ou pour écouter des chanteurs africains, etc., que très souvent, eux-mêmes se revendiquent comme africains, peut-être avant, ou en tout cas sans évoquer le fait qu'ils ont aussi une nationalité, peut-être ils sont tchadiens, camerounais, sénégalais, etc. Et c'est une question qui m'intrigue un peu. J'aimerais savoir si... enfin, ma question va peut-être un peu choquer, je ne sais pas, mais est-ce que les Africains se voient comme Africains? Ou est-ce qu'ils se voient d'abord comme Sénégalais, comme Tchadiens? Donc c'est vraiment une question qui m'intrigue. Alors évidemment, je n'ignore pas que les frontières de l'Afrique ne sont pas des frontières naturelles au sens même anthropologique du terme. Alors qu'en Europe, il y a sûrement des frontières un peu plus naturelles. En tout cas, bon, soit au niveau géographique, soit, bon, ou au niveau politique aussi. Bon, en tous les cas, bon, on voit qu'elles sont tracées au cordeau. Donc il y a quelque chose derrière tout ça. Donc ma question, c'est un peu ça. Et puis, de manière sous-jacente, vous avez évoqué un peu l'histoire des communautés. Enfin, finalement, ça n'a pas été tellement abordé. Mais aujourd'hui, en Europe, il y a quand même des gens aussi qui remettent en cause cet universalisme des Lumières, je crois, et qui croient beaucoup plus que l'universalisme, il passe par le respect des communautés. Pas du communautarisme, hein, des communautés, dans toute cette diversité que vous avez évoquée. Et du coup, est-ce que c'est ça qui fait que peut-être on se sent africain avant d'être tchadien? Parce que est-ce que c'est la question des communautés? Est-ce qu'on croit aux communautés? Bon, voilà mes questions. Merci beaucoup. Et votre question pose effectivement est d'une très très grande complexité. Mais je vais commencer justement pour répondre avec la dernière partie, communautarisme. Vous savez, les Africains utilisent beaucoup le terme africain. Pour une raison très simple, c'est parce que l'économie politique du monde depuis probablement la découverte de l'Europe de l'Afrique par les Européens, a toujours considéré cet ensemble noir, primitif, comme une grande communauté. Ce sont les Africains. Et en fait, ce ne sont même pas les premiers, les Européens, qui ont trouvé cette qualification. Quand les Grecs découvrent la partie orientale de l'Afrique et qui parlent des Aïtiops, les Éthiopiens. Parce que le nom éthiopien, c'était pour tout le continent, avant que l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, ne prenne, après l'invasion italienne, le nom d'Éthiopie. Et quand on traduit Aïtiops, c'est les gens qui ont un visage brûlé. Donc l'idée d'Africain commence là, c'est-à-dire l'équation qui établit une équivalence entre la couleur de la peau et l'appartenance à une culture. Donc, quand les Arabes arrivent, on a le même phénomène. C'est le Bilad el-Soudan, le pays des Noirs. Donc, ce nom générique est un nom qui a une histoire, et une très longue histoire. Et si vous voulez, avec la colonisation, il y a un double mouvement. Le mouvement de la partition de l'Afrique, tout le monde connaît l'histoire de la conférence de Berlin. Et quand vous parlez des frontières, et les frontières sont là, c'est-à-dire que
la géographie politique de l'Afrique est le produit des rivalités européennes. Et ces rivalités européennes ont fait que les Européens ont tenté. Ils n'ont pas arrivé dans la plupart des cas, non pas de créer des groupes territoriaux, mais ils ont essayé de créer des territoires avec des communautés qui sont gérées par ce qu'on a appelé la loi coutumière. C'est-à-dire que dans les territoires, si vous prenez le Sénégal, il n'y avait pas d'homogénéité. Les Diola étaient gérés comme des Diola, les Wolofs comme des Wolofs, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un émiettement à l'intérieur des territoires circonscrits, et ces territoires circonscrits n'ont pas respecté, si vous voulez, les traditions. Ce qui fait que très vite, la conscience qui émerge en Afrique est une conscience transfrontalière. Et l'idée d'Africain, l'idée d'unité africaine, et les premiers historiens africains ne s'intéressent qu'à ça. Cheikh Anta Diop, quand il écrit l'histoire de l'Égypte, c'est pour fonder ce qu'il appelle l'État fédéral africain. Donc cette tension, elle est là, présente, entre l'idée d'une reconstruction et l'idée du maintien de cette territorialisation. Et il y a des batailles entre les leaders africains. Très vite, il y a le groupe de Monrovia qui est pour l'indépendance des territoires et le groupe de Casablanca qui est pour l'unité africaine. C'est-à-dire la création de deux ensembles. Mais en 1964, si vous voulez, l'Organisation de l'unité africaine décide en 1964 au Caire l'intangibilité des frontières. Et cette intangibilité des frontières a créé les États actuels. A créé, si vous voulez, les États actuels. Et la victoire du camp de Monrovia a tué l'idée des fédérations, qui sont les fédérations, si vous voulez, l'idée des fédérations, qui sont les fédérations africaines. Mais là, cela ne veut pas dire, depuis 1964, ça fait 60 ans, dans ces petits territoires a émergé de véritables, disons, d'identités qui sont des identités étatiques. Et on le voit le plus facile. Vous voulez voir ça? C'est quand il y a le championnat d'Afrique de football. Quand il y a le championnat d'Afrique de football, il y a des vrais Sénégalais, il y a des vrais Maliens, il y a des vrais Guinéens. Mais parfois, ça se dissipe aussi dans certaines situations où les gens deviennent plus ethniques qu'ils ne sont en fait qu'ils ne sont des nationaux, et ça c'est vrai. Parce que quelquefois, vous avez un match de basket entre deux équipes de deux quartiers différents dont les ethnies proviennent de, disons, d'ethnies différentes. Vous avez un conflit ethnique, pas un conflit entre disons, des États. Donc ça aussi, c'est une question importante. Et c'est ça qui, dans une certaine mesure, explique pourquoi l'identité est stratégique. L'identité, ce n'est pas une donnée. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rigoler et qui est aussi une réponse au communautarisme. J'enseigne à Columbia, dans une université américaine. Chaque année, je dois faire un rapport de ce que j'ai fait. Et mon rapport, il est divisé en 3 parties. Première section, ma recherche. Qu'est-ce que j'ai fait comme recherche? Qu'est-ce que j'ai publié? Où est-ce que j'ai publié? Deuxième section, c'est mon enseignement. Combien d'étudiants j'ai eu? Combien d'étudiants c'est supervisé, etc. Troisième section, c'est le service.
service communautaire. Qu'est-ce que j'ai fait pour les communautés? Et j'ai dit pluriel, auxquelles j'appartiens. Et je vais vous dire les communautés auxquelles j'appartiens. Je suis sénégalais. Il y a une communauté sénégalaise. Je suis africain. Il y a une communauté africaine. Je dois avoir une section de mon rapport. Troisième section de mon rapport, je suis noir. Parce que ça, c'est différent. Être sénégalais, africain et noir, c'est totalement différent. Peut-être un Français ne peut pas comprendre ça. Et dans ma vie quotidienne, je peux jouer à ça. Quelquefois, je suis sénégalais. Quelquefois, je suis africain. Quelquefois, je suis noir. C'est différent. C'est différent. Et le dernier, même pas le dernier, je suis aussi musulman. J'ai un nom musulman. Chaque année, durant le ramadan, je ne sais pas, les étudiants, comment savent-ils qui je suis? Ils m'envoient une invitation, est-ce que je peux venir pour le iftar et donner une petite discussion, participer à une petite discussion, parce qu'ils savent que je suis musulman. Mais parce qu'ils savent aussi, de toute façon, à Colombia, si vous êtes 4, vous êtes, je sais pas moi, vous dansez et vous avez une identité de danseur, vous avez le droit d'avoir une association, d'avoir une petite subvention et de disposer d'une salle de réunion. C'est ça le communautarisme, si vous voulez. Mais la dernière chose que je peux être, qui me fait toujours rigoler, mes copains africains, américains disent que je suis un black French. À cause de la manière dont je m'habille, etc., et je parle, etc. Et l'idée d'être une black French, c'est une identité. Je veux dire, parce qu'il y a les petits Français qui sont là-bas, je dois leur servir aussi. Je dois travailler pour eux parce que je suis payé pour servir ces différentes communautés. Et l'identification de ces communautés, elle est importante parce que c'est le signe de ce qu'on pourrait appeler les multiples identités qui se côtoient dans cet espace. Et là aussi, il y a des transformations. Si vous voulez, si on considère la littérature africaine des origines à aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une période qui est une période où les écrivains sont des écrivains africains. Et ça, c'est vrai. Je veux dire, si vous prenez, j'ai vu les livres de Mongo Betty ici. Vous prenez la littérature, les Français, vous prenez Bernard Daguier, vous prenez Kamara Lai. Ce sont des écrivains africains. Ils ne s'inscrivent pas dans un territoire. Ils s'inscrivent sur une race noire africaine. Si vous prenez le panafricanisme de la première réunion panafricaniste de 1900 à Londres, à la deuxième en 1919 en France et en Belgique, la troisième 1921 à New York, la quatrième 1945 à Manchester. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les premières, on peut dire que c'est un panafricanisme racial. Mais en 1945, il y a un tournant. Et ce tournant, ce sont les Africains qui l'organisent. Ce sont des syndicalistes africains qui financent cela, à la différence des premières qui sont dominées par Du Bois. Et l'intérêt, c'est qu'après 1945, le mouvement devient un mouvement continental. Et ça va donner naissance à l'organisation de l'unité, à l'organisation de l'unité africaine. Donc ces transformations sont importantes parce que quand les États africains deviennent indépendants progressivement et la nouvelle génération d'écrivains qu'on trouve en Afrique sont des écrivains nigérians, sénégalais, camerounais. Ils ne sont plus
ils sont pris maintenant dans cet espace qui est l'espace de leur nation, où ce sont des écrivains qui sont des écrivains, disons, globalisés, si on veut. C'est Bougar Sarr ici, c'est quelqu'un comme Chimamanda Adichie au Nigeria et aux États-Unis. Et l'intérêt, effectivement, c'est qu'il y a une autre littérature africaine, mais qui est une littérature africaine produite hors d'Afrique, par la diaspora africaine. Il y a d'autres images de l'Afrique qui apparaissent. Et pour moi, c'est ça qui est peut-être la transformation la plus importante qui est en train de se passer dans la littérature africaine. C'est-à-dire qu'on est passé d'une littérature qui prenait le continent dans sa totalité à des littératures qui sont des littératures des fractures d'État, mais aussi à une littérature qui présente une image de l'Afrique, mais vue hors d'Afrique. C'est bon, on en reste là ou vous avez encore des questions? Ça va? Bon, bah voilà, bah, merci à vous toutes et tous. Alors. Vous précisez bien sûr que le livre de Mamadou Diouf se trouve à la librairie et que Mamadou, est-ce que tu accepteras de dédicacer? Tu accepterais de dédicacer? Oui? Voilà. Donc, voilà. Si vous souhaitez des dédicaces, ce sera possible. Donc, très bonne suite d'après-midi à vous. Comme vous le savez, on va enchaîner avec une rencontre autour de deux grands auteurs jeunesse camerounais, qui sont donc Christian Epagna et Alain-Serge Zotap. C'est à 17h. Voilà. Bon rendez-vous à tout à l'heure.